De nombreux catcheurs ont été loués au fil des ans pour leur capacité à agir comme des caméléons, changeant et évoluant afin de rester frais et pertinents aux yeux du public. Des noms comme l'Undertaker et Chris Jericho viendront sûrement à l'esprit des fans, notamment avec le Deadman qui a pu nous montrer deux aspects de sa personnalité au cours de sa carrière et le Lionheart qui continue encore aujourd'hui à se réinventer du côté de l'AEW. Cependant, un catcheur qui mérite absolument d'être dans la même conversation et qui reçoit rarement le même niveau de crédit est Matt Hardy. Bien qu'il n'ait jamais atteint le même niveau de succès que les deux légendes mentionnées précédemment, il a été tout aussi brillant en tant que maître de la réinvention, créant certaines des gimmicks les plus mémorables de l'histoire du catch que la plupart des gens n'auraient jamais pu réussir. Il a été honoré pour son grand esprit pour le business et à ce jour, il montre toujours qu'il est tout aussi pertinent que jamais. Alors je vous invite aujourd'hui à plonger plus profondément dans la magnifique carrière de Matt Hardy qui a révolutionné d'abord le match par équipe avec son frère Jeff, puis qui a révolutionné tout simplement le monde du catch par lui-même avec ses différentes gimmicks et ses matchs révolutionnaires au cours du temps. You left me with no choice. I send you to deletion. Matthew Moore Hardy est né à Cameron en Caroline du Nord le 23 septembre 1974 de parents Gilbert et Ruby et malheureusement la tragédie sera un thème récurrent dans la vie du jeune Hardy. Sa mère mourut d'une tumeur au cerveau alors qu'il n'avait que 12 ans et quelques années après, sa famille fut à nouveau frappée par le malheur lorsqu'il dut abandonner ses études universitaires pour s'occuper de son père malade. Heureusement pour lui, Matt développa un esprit athlétique et put canaliser la douleur qu'il ressentait dans son amour pour les sports. Il s'engagea dans le baseball et le football étant jeune, mais ces deux sports finirent par passer au second plan par rapport à ce qui était sa véritable passion, le catch professionnel que Matt avait regardé avec son frère depuis son plus jeune âge. En 1992, Matt et son frère cadet Jeff portèrent leur passion au niveau supérieur en créant leur propre promotion de backyard wrestling intitulée de manière unique la Trampoline Wrestling Federation. Avec un groupe d'amis partageant les mêmes idées, les deux frères apprennent par eux-mêmes à lutter en imitant ce qu'ils avaient vu à la télévision, ignorant clairement les avertissements « Ne faites pas ça chez vous » qui pouvaient être diffusés sur la WWF à l'époque. Mais alors que les autres amis étaient heureux de simplement s'amuser, Matt voulait clairement faire quelque chose de plus. Cherchant à obtenir une opportunité pour lui et son frère, il envoyait une cassette de leur travail à la WCW. Malheureusement, la compagnie ne fit rien avec eux à l'époque, mais il était rapporté que la vidéo a circulé dans les bureaux principaux et que le nom d'équipe que les Hardy utilisaient à l'époque, High Voltage, fut en fait volé donné à l'équipe de tag team souvent oubliée des années 90 de la WCW composée de Robbie Rage et Kenny Chaos, deux performeurs qui n'attendraient pas les mêmes sommets. Que ce soit vrai ou non, ça ne découragera pas les frères et ils commencèrent à travailler sur la scène indépendante de Caroline du Nord en 1994, que ce soit leur créativité ou leur travail sur le ring, ce qu'ils faisaient fonctionnait et c'était suffisant pour les mettre sur le radar de la WWF. Puis plus tard, en 1994, les Hardy furent recrutés pour travailler en tant que jobber pour la compagnie, apparaissant dans quelques premières éditions de Monday Night Raw où ils se faisaient écraser par des catcheurs comme Owen Hart, Razor Ramon et même Steve Austin. Les Hardy faisaient également équipe à la télévision de la WWF, perdant contre des équipes telles que les Smoking Guns et les Headbangers. Ils apparaissent même comme garde d'entrée lors du King of the Ring de 1996, leur moment le plus mémorable étant lorsqu'ils furent comiquement renversés alors qu'Ahmed Johnson faisait irruption en route pour affronter Goldust. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller jeter un œil à ma vidéo sur le Natural Dustin Rhodes. Parallèlement, Matt et Jeff créent également une autre promotion de catch à cette époque, passant des trampolines à de véritables rings de catch. L'Organization of Modern Extreme Grappling Art, ou Omega, qui fut fondée en 1997 avec les frères Hardy étant pleinement impliqués, allant jusqu'à construire le ring avant chaque show et créer les costumes des catcheurs. Malheureusement, cette promotion sera de courte durée car l'année suivante, Matt et Jeff sont signés pour des contrats à temps plein avec la WWF. Après des années de travail en tant que jobber, ils avaient manifestement impressionné le patron Vince McMahon. Ils sont alors envoyés à l'école de catch professionnel Funk's Conservatory où ils sont formés par l'ancien champion du monde NWA légendaire Dory Funk Jr. Peu de temps après, ils commencèrent à réapparaître à la télévision sous le nom des Hardy Boys où ils conquirent rapidement les foules grâce à leur style de catch aérien et risqué ainsi qu'à leur apparence frappante parfaitement en phase avec la culture de jeunesse à l'époque. Malgré ça, il y avait des difficultés croissantes à ce stade de leur carrière. Les frères Hardy n'étaient pas particulièrement bons au micro et c'est pourquoi un manager et porte-parole leur fut attribué et pour une raison quelconque, ce manager était Michael Hayes. En rétrospective, c'est l'une des associations les plus bizarres de l'histoire de la WWE. Voir le vieux Hayes sortir habillé comme un Hardy essayant de paraître cool ne fonctionnait tout simplement pas. La compagnie en étant manifestement consciente car il fut rapidement remplacé par Gangrel qui aurait pu effectivement paraître encore plus étrange. Pendant cette période, les Hardys furent présentés comme le New Brood, prenant la place d'Edge et Christian qui avaient été évincés par le célèbre vampire du catch. Ça a déclenché une rivalité entre les deux équipes qui allait définir les débuts de leur carrière et les aider à atteindre un niveau de popularité comparable à celui des vedettes comme Stone Cold et The Rock. Leur premier affrontement comprenait le tout premier match d'échelle en équipe de la compagnie qui vola la vedette ce soir-là et reste encore aujourd'hui un classique. J'ai également fait une vidéo retraçant leur rivalité qui a fait le moins de vues sur ma chaîne malheureusement, mais je vous assure qu'elle en vaut le détour, je la mets également en description. A partir de là, la rivalité ne ferait que s'intensifier, elle atteignait bientôt son apogée avec l'inclusion d'une troisième équipe extrême dans le mélange, mais nous y reviendrons dans un moment. Si quelque chose retenait les Hardy à ce stade, ce n'était certainement pas leur travail sur le ring qui impressionnait les spectateurs. Ce qui manquait, c'était le troisième élément. Sans surprise, ni Michael Hayes ni Gangrel n'avaient fonctionné. Ce problème serait toutefois résolu avec l'inclusion de Lita.
Lita avait rejoint la WWF en tant que manager de Essa Rios, mais son style de lutte excitant l'avait rapidement éclipsé. Son look et son style in-ring étaient tellement en adéquation avec les Hardy que rétrospectivement il est fou qu'il n'ait pas formé le trio plus tôt. Néanmoins, lorsqu'ils se sont finalement réunis, ce fut un succès instantané et Team Extreme devient un véritable phénomène de la culture pop, capturant parfaitement l'esprit de la culture du skateboard et des cascades de Jackass à la fin des années 90. Royal Rumble 2000, tout se mit en place lorsque Matt et Jeff trouvèrent enfin la troisième équipe qu'ils cherchaient sous la forme des Dudley Boys, un duo qui était arrivé récemment de l'ECW quelques mois auparavant désireux de faire leurs preuves. Ils affrontèrent les Hardy dans le premier match de table en équipe de la compagnie et ce fut un autre succès retentissant. Au WrestleMania de cette année-là, les trois équipes s'affrontèrent pour la première fois dans un Triangle Ladder Match qui une fois de plus vola la vedette avec ses cascades et ses actions innovantes. La place du Triangle Ladder Match dans l'histoire est depuis devenu un précurseur, souvent considéré comme le TLC 0 étant donné ce qu'il allait bientôt engendrer. Le TLC 1 eut lieu à SummerSlam 2000, le match ressemblant plus à un accident de voiture, chaque combattant subissant une quantité incroyable de coups dont ils ressentent probablement encore les effets à ce jour. À la fin, les Hardy perdent mais atteignirent un autre niveau de popularité parmi les fans présents et ceux regardant la télévision qui ne pouvaient pas croire ce qu'ils venaient de voir. En fait, TLC 1 fut tellement apprécié qu'une suite fut programmée quelques mois plus tard pour WrestleMania 17, dans un show qui est considéré par beaucoup comme le meilleur pay-per-view de la WWE, et ce deuxième TLC a peut-être volé la vedette et fut d'une certaine manière encore meilleur que le premier. Cette guerre peut avoir été le sommet de ce que les ladder matchs peuvent accomplir. Il est vraiment difficile d'imaginer un combat plus parfait que celui offert par ces trois équipes car il est à juste titre considéré comme l'un des plus grands matchs de tous les temps et un show unique en son genre. À la suite du succès de TLC 2, Matt et Jeff étaient désormais des hommes faits. Ils devinrent parmi les catcheurs les plus reconnus durant la période la plus chaude de la compagnie. Matt ayant lui-même eu un rôle invité dans la série That 70 Show et avec son frère ils apparurent comme concurrents dans Fear Factor. Dans leur lancée, les frères publient également leur autobiographie The Hardy Boys Exist ou Inspire la même année. Les deux entrent même dans une rivalité avec Steve Austin et Triple H à cette époque, ce qui montrait à quel point la compagnie avait confiance en eux, car Austin et The Game étaient deux des plus grands noms actifs de la compagnie à l'époque. Vers cette période, Matt goûta aussi à son premier succès en solo en battant Eddie Guerrero pour le championnat européen lors d'un épisode de SmackDown le 21 avril 2001. Il continua également à connaître le succès en équipe avec son frère, les deux remportant les titres tag team à de nombreuses reprises au cours de l'année, prenant même les titres tag team de la WCW pendant une période lors de la célèbre storyline de l'invasion de la compagnie. Et comme ça arrive à toutes les équipes à la WWE, la dissension fit surface et Matt et Jeff commencèrent à avoir des problèmes à l'écran, ce qui menait à un match entre les deux lors du pay-per-view Vengeance de cette année-là avec Lita comme arbitre spécial. Cette rivalité se poursuivit de manière intermittente après le premier draft de la compagnie en 2002 où Matt tourna complètement heel contre son frère se sentant négligé. Ce que la WWE ne réalisa pas, c'est que la rivalité entre les frères n'était pas ce que le public voulait voir. Et en raison de la mauvaise réaction des fans, l'angle fut abandonné. Mais ça n'empêcherait pas la WWE de vouloir séparer le duo, et ils se retrouvèrent maintenant sur des shows différents, Matt atterrit à SmackDown tandis que son frère Lita montait en flèche sur la carte de Raw. Il était vrai que la WWE semblait voir plus de potentiel en Jeff Hardy qui était considéré comme la star montante. Vous pouvez certainement argumenter à l'époque que Jeff était le meilleur des deux au moins à l'écran, mais il était aussi évident que Matt était négligé, étant fermement cantonné au bas de la mid-card sur la marque bleue, incapable de progresser peu importe ce qu'il faisait. Heureusement, il ne laissa pas cette situation entacher son moral et commença à développer le personnage de Version 1, un heel délirant qui entrait sur le ring avec des mad facts affichés à l'écran et avec l'un des thèmes les plus sous-estimés de l'histoire de la compagnie. Il recruta bientôt un disciple en la personne de son ami de la vie réelle Shannon Moore et plus tard Crash Holly, et malgré le manque de confiance de la direction en son potentiel de star majeur, il conquit néanmoins une bonne base de fans. Matt, sous le personnage de Version 1, décida que son destin était de devenir champion des poids légers, ce qu'il réussit en battant Billy Kidman à No Way Out en 2003. Il conserva le titre pendant un certain temps avant de le perdre et d'être transféré à Raw. Il fut à nouveau réuni non seulement avec son frère mais aussi avec Lita. À cette époque, il était de notoriété publique parmi les fans que Matt Hardy et Lita, de son vrai nom Ami Dumas, étaient tombés amoureux dans la vie réelle et sortaient ensemble depuis un certain temps. La compagnie commença à reconnaître cette relation à l'écran et à l'incorporer dans les storylines comme celle où Hardy se battait avec Kane qui essayait de lui voler Lita. Pendant cette rivalité, Matt souffrit d'une blessure au genou qui l'éloigna des écrans pendant une année entière. Désireuse de poursuivre la storyline dans son absence, la WWE écrivit Kane et Lita dans un angle où il avait forcé à se marier et même à tomber enceinte. Une histoire très étrange proposée par la compagnie à l'époque. Ce qui était encore plus étrange, c'est ce qui se passait en coulisses. Edge, qui était devenu un ami proche après ses guerres de ladder match avec les Hardy, commença à voyager de ville en ville avec Lita en l'absence de Matt. Pendant ces longs trajets en voiture, des étincelles jaillirent entre les deux et ils entamèrent une liaison. Edge était marié à l'époque à la sœur de Val Venis et Lita était évidemment dans une relation de longue date avec Matt Hardy, ce qui annonçait clairement un scandale. Lorsque Matt découvrit des messages sur le téléphone de Lita qui confirmaient ses soupçons de l'affaire, il décide de rendre l'affaire publique sur son blog personnel, incitant les fans à se retourner violemment contre Edge et Lita et à se ranger fermement du côté de Matt. Mais la compagnie ne le vit pas de cette façon et considérant ça comme une diffusion inappropriée et non professionnelle de linge sale, elle libéra Matt de son contrat le 11 avril 2005. Il a été débattu pendant des années que si Hardy avait bien géré la situation, on pourrait certainement argumenter qu'il aura dû garder sa vie privée, mais il est aussi facile de comprendre pourquoi il a pu être si émotif et vouloir humilier publiquement son ami et sa partenaire pour ce qu'ils avaient fait. Et il était évident que c'était difficile de soutenir la décision de la WWE de le licencier car il était vraiment la victime dans cette situation. Les fans étaient d'accord avec ce dernier point et commencèrent massivement à perturber les segments d'Edge et Lita à la télévision en scandant bruyamment pour le retour de Matt Hardy et en exigeant son retour.
La WWE étant contrainte par la pression des fans, incorpora Edge dans l'histoire à l'écran entre Lita et Kane, Kane servant effectivement de remplaçant pour Hardy et devenant un babyface dans le processus. Lita tourna ensuite contre Kane et rejoignit Edge à l'écran, le duo devenant le couple le plus détesté du catch avec Lita en particulier recevant le plus gros de la colère des fans. Pendant que tout ça se passait, Matt surfait sur la vague de sympathie des fans et avait commencé à travailler sur la scène indépendante et encore une fois, Hardy se réinventa de manière créative, luttant principalement avec la Ring of Honor sous le nom d'Angelic Diablo. De retour à la WWE, le tollé provoqué par le licenciement de Hardy en faveur d'Edge que la compagnie voyait clairement comme une grande star ne montrait aucun signe de ralentissement. La compagnie finit par céder, contacta Matt conduisant un angle de shoot travaillé où il envahit Raw le 11 juillet 2005, attaquant Edge avant d'être maîtrisé et expulsé du bâtiment. Immédiatement, les fans commencèrent à spéculer sur le fait qu'il s'agissait d'une véritable invasion par un Hardy amer ou si la compagnie avait réussi à trouver un accord avec lui. La seconde option fut confirmée lorsque Vince McMahon lui-même réintroduit formellement Matt Hardy à la télévision de la WWE lors de l'édition de Raw du 1er août, ajoutant que Hardy affronterait Edge lors de son match de retour à SummerSlam à venir. Quand le moment du match arriva, la plupart des gens s'attendaient à une véritable guerre avec Matt en sortant vainqueur. Les fans furent donc surpris lorsque le match ressembla davantage à un squash en faveur d'Edge avec une victoire par arrêt de l'arbitre en moins de 5 minutes. Cette décision de booking était déroutante compte tenu de la grande sympathie de babyface dont Matt Hardy bénéficiait et révélait clairement lequel des deux la WWE voyait comme une star. La compagnie sous-estimait encore Matt Hardy alors qu'il était au sommet de sa popularité. Néanmoins, la rivalité se poursuivit avec Matt remportant finalement un match en cage lors du pay-per-view Unforgiven de cette année-là après avoir effectué un leg drop absolument fou depuis le sommet de la cage. Malgré cette victoire nécessaire, la rivalité se termina par un match d'échelle Loser Leaves Town lors de l'édition de Raw du 3 octobre, où avec l'aide de Lita, Edge escroqua Matt de la victoire et l'envoya à SmackDown. J'ai également fait une vidéo sur cette superbe rivalité, ne me jugez pas surtout, c'est mes premières vidéos, je vous la mets en description. Avec le recul, ça semble être la première fois que la WWE ait vraiment raté le coche avec Matt Hardy, car il aurait pu être l'un des top babyface de la compagnie s'ils avaient misé sur lui. Après son programme avec Edge, Matt fit ses débuts à SmackDown et se retrouva dans une série de rivalités sans grande importance avec des adversaires comme Eminem et son autre ami de la vie réelle, Hurricane Helms. Il finit par se réunir avec son frère Jeff lors d'un épisode de la nouvelle version de la marque ECW pour affronter les Full-Blooded Italians. Les deux frères firent équipe pendant un certain temps avant que Matt ne s'implique dans une rivalité pour le titre des États-Unis avec un MVP encore plus pertinent qu'en 2020. Cette rivalité impliqua une série de concours comiques entre les deux, y compris un match de basketball, un concours de bras de fer et surtout une partie d'échecs. Il était même prévu un match de boxe entre les deux jusqu'à ce que MVP doive se retirer après avoir été diagnostiqué avec une condition cardiaque réelle l'empêchant de concourir à l'époque. MVP fut finalement remplacé par l'ancien champion du monde de boxe poids lourd Evander Holyfield pour le match qui se terminera de manière appropriée avec MVP essayant de réprimander Holyfield et se faisant mettre KO dans le processus. A partir de là, Hardy et MVP entrèrent dans l'une des storylines les plus célèbres de la WWE, celle de l'équipe de couple improbable. Ils collaborèrent assez longtemps pour remporter brièvement les titres par équipe de SmackDown avant de les perdre au profit de Miz et Morrison, ce qui sans surprise poussa MVP à se retourner contre Matt. Cependant, cette défaite scénarisée s'avéra en quelque sorte providentielle car Hardy dut prendre soudainement du temps libre après une appendicectomie d'urgence. Il reviendra à WrestleMania 24 et remportera plus tard le titre des États-Unis contre MVP lors du pay-per-view Backlash du mois suivant, mettant fin à leur rivalité. J'ai également fait une vidéo sur MVP, je vous la mets en description également, n'hésitez pas à aller la voir et me faire un retour. Après ça, malheureusement, le règne de Matt en tant que champion n'avait pas la même excitation que sa poursuite pour le devenir, et il fut bientôt transféré à la marque ECW où il flâna pendant un moment avant de revenir à SmackDown au début de 2009. La compagnie tenta une fois de plus de faire une rivalité frère contre frère entre les Hardys, et celle-ci était particulièrement mauvaise à un moment donné, Matt étant même soupçonné d'avoir incendié la maison de Jeff avec son chien à l'intérieur, un véritable drame arrivait malheureusement pour le plus jeune des frères Hardy. À WrestleMania 25, Matt sort victorieux d'un match Extreme Rules et heureusement la rivalité prit fin au pay-per-view Backlash le mois suivant lorsque Jeff obtient sa revanche. Bien que Matt ait remporté la grande victoire à WrestleMania, il semblait toujours que la WWE ne réalisait pas le potentiel présent en Matt Hardy, hésitant à laisser dépasser le statut de mid-carder tandis que son frère accédait au main event. Et malgré ses succès intermittents et son dévouement indéniable, Matt n'a jamais pleinement reçu la reconnaissance qu'il méritait au sein de la WWE. Sa capacité à se réinventer constamment et à maintenir sa pertinence dans l'industrie est un témoignage de son talent et de sa résilience même si la compagnie ne l'a jamais perçu comme tel. Après avoir été renvoyé d'une tournée européenne en septembre 2010, Matt commença à poster des vidéos sur YouTube affirmant qu'il voulait sortir de son contrat. Il était clair qu'il était frustré par l'utilisation que la WWE faisait de lui et la compagnie lui accorda sa libération le 15 octobre de la même année. Maintenant qu'il était enfin sorti de la camisole de force de la WWE pour la première fois depuis des années, il ressentait le besoin de prouver à la compagnie qu'ils avaient tort et de leur montrer qu'ils pouvaient être plus. La seule question était de savoir où il irait pour le faire. Le 9 janvier 2011, Matt Hardy fit ses débuts pour TNA lors de leur pay-per-view Genesis, rejoignant le clan Immortal et battant Rob Van Dam. Il retrouva rapidement son frère Jeff qui avait récemment rejoint la compagnie après des problèmes de drogue qui avaient conduit à son départ de la WWE. Matt avait également ses propres problèmes de dépendance à l'époque, étant arrêté pour conduite en état d'ivresse le 20 août de la même année et arrêté de nouveau 2 jours plus tard pour des accusations de drogue. Et alors que sa vie personnelle se désintégrait, sa carrière sur le ring n'allait pas beaucoup mieux, ses problèmes de toxicomanie conduirent à son renvoi de la TNA le 20 août 2011.
Il apparut ensuite dans quelques shows indie avant de signer de nouveau avec la Ring of Honor en 2012 pour défier le futur champion de la NXT, Adam Cole. Pendant cette période, Matt travaillait également avec des lutteurs comme Kevin Steen, mieux connu maintenant sous le nom de Kevin Owens, et Adam Page qui fait partie de l'AEW. Il reforma également sa vieille promotion de catch Omega en recrutant des lutteurs tels que Hurricane Helms, James Storm, Steve Carino et Cameron Grimes pour l'aider. Finalement, le 24 juillet 2014, Matt Hardy retourna à TNA aux côtés de son frère Jeff, remportant brièvement les titres par équipe avant que Jeff ne se blesse. Matt eut alors l'occasion de se réétablir en tant que compétiteur solo et il créa le personnage de Big Money Matt. Un heel ostentatoire qui aimait exhiber sa richesse et grâce à cette gimmick, il remporta le titre mondial de la TNA, le premier titre mondial de la carrière de Matt, une revanche accompagnée d'une justification pour lui face à ceux qui pensaient qu'il n'était pas à la hauteur. Il tomba également amoureux d'une autre membre du roster de la TNA, Ruby Sky. Les deux se marièrent et eurent 3 enfants, ce qui aida Matt à maîtriser ses problèmes personnels et avec ce succès à la fois personnel et professionnel, il semblait que Matt était au sommet de son art. Cependant, tout ce renouveau n'était qu'un avant-goût de sa plus grande création, car après une blessure scénaristique lors de l'épisode de Impact du 19 avril 2016, quelque chose se brisa en Matt Hardy. Il revint à la télévision se révélant être l'attaquant de son frère après s'être déguisé en une version imposteur de Willow, l'alter ego de Jeff. Une longue histoire que nous aborderons une autre fois, et c'est ainsi qu'il introduisit au monde Broken Matt Hardy. Broken Matt Hardy devint rapidement un phénomène grâce à son personnage excentrique et ses promos étranges. Il parlait avec un accent venu d'ailleurs, souvent de manière poétique et mystérieuse, se référant à ses fans comme les Broken Brilliance et désignant son frère Jeff comme Brother Nero. Leur rivalité conduisait une série de matchs et de segments mémorables culminant avec The Final Deletion, un match cinématographique très stylisé et unique qui fut acclamé par les fans et critiqué pour son originalité et son approche innovante du catch. Ce personnage catapulta Matt Hardy à un nouveau niveau de popularité, faisant de lui une figure incontournable dans le monde du catch et prouvant sa capacité à se réinventer encore et encore. Il est difficile d'écrire la folie de Broken Matt Hardy à quelqu'un qui ne connaît pas le catch. Avec sa mèche de cheveux décolorée et son accent anglais bizarre, Hardy joue essentiellement un homme qui aurait pris trop de coups sur la tête et qui croit maintenant être un méchant de bande dessinée dans la vraie vie. Il en faisait des tonnes, annonçant son intention de supprimer Brother Nero, son nouveau surnom pour Jeff Hardy, Nero étant son deuxième prénom réel. La gimmick parvient à être absolument insensée et ridicule, brisant la suspension d'incrédulité mais aussi brillant en même temps. Soudainement, tout le monde parlait de Matt Hardy, n'étant plus dans l'ombre de son frère, Matt était maintenant la plus grande star des deux pour la première fois de sa carrière. Après des semaines de rivalité, Matt finit par battre son frère dans un match Final Deletion, un véritable show sans pareil qui a effectivement inventé le match de catch cinématographique, un format que l'on a beaucoup vu pendant l'ère de la pandémie. Tourné comme un film avec des plans de caméra plongeants et des gros plans dramatiques, ça encapsule la carrière des Hardy dans un microcosme de catch dans le jardin, de sauts depuis les échelles et même une apparition de Willow. Le match se termina avec Matt remportant la victoire et les droits futurs sur le nom Hardy. Mais aucun mot ne peut vraiment décrire cette rivalité ni même ce match, il faut le voir pour le croire. Fort du succès de Final Deletion, Jeff rejoignit à nouveau son frère, mais cette fois-ci c'était clairement Matt qui était l'attraction principale. Le succès de Broken Matt Hardy a non seulement revitalisé la carrière de Matt, mais aussi redéfini ce que le catch pouvait être, en mélangeant des éléments de cinéma et de théâtre dans une performance unique et mémorable. Ce renouveau a permis à Matt Hardy de se distinguer dans le monde du catch, prouvant sa capacité à se réinventer et à captiver les fans avec des idées audacieuses et innovantes. Mais d'un autre côté, en coulisses, les choses n'étaient pas aussi roses. Les négociations de contrat avec la TNA arrivaient à échéance et les deux parties ne parvenaient pas à s'entendre. Le problème semblait provenir de la nouvelle direction de la TNA, Anthem Entertainment, qui voulait payer les Hardy moins que ce qu'ils estimaient valoir. Ce n'était pas la fin des tensions car une fois que Matt et Jeff ont quitté la compagnie, ils ont emporté avec eux les personnages de Broken Matt et Brother Nero. Enragé, Anthem a émis une injonction prétendant détenir les droits sur ces personnages, affirmant qu'ils avaient été créés alors que les Hardys étaient sous contrat avec eux. La légalité de tout ça était complexe. Anthem soutenait qu'il possédait la gimmick alors que Matt affirmait l'avoir créée entièrement lui-même et avoir eu un contrôle total pendant tout son temps là-bas, souvent en filmant ses propres segments. Peu importe qui possédait légalement les droits, dans l'opinion publique, les fans ont rapidement exprimé leur mécontentement. Et finalement, Anthem a cédé sous la pression et a permis à Matt de contrôler pleinement l'avenir du gimmick. Depuis que les rumeurs sur le conflit contractuel ont été rendues publiques, tout le monde spéculait sur un possible retour des Hardy à la WWE. Matt allait-il enfin être pris au sérieux en tant que talent principal maintenant qu'il avait prouvé sa valeur ailleurs? La compagnie lui permettrait-elle d'adopter pleinement l'univers Broken ou raterait-elle une nouvelle fois comme par le passé? Les gens étaient inquiets mais toujours optimistes, espérant que cette fois le véritable talent de Matt Hardy serait enfin vu sur la plus grande scène de toutes. Et finalement, le 2 avril 2017 à WrestleMania 33, les Hardys sont revenus à la WWE sous une acclamation incroyable dans ce qui était sûrement le moment fort de la soirée, remportant au passage les titres par équipe de Raw de la WWE et complétant ainsi leur expédition pour l'or. Après l'excitation du moment, une déception a commencé à s'installer parmi les fans. Ce n'était pas le Broken Matt Hardy qu'ils espéraient voir à la télévision. C'était comme si le temps avait fait marche arrière, qu'ils étaient de retour dans les années 2000. Ce n'était pas que cette version des Hardys était mauvaise bien sûr, c'était juste que les gens espéraient quelque chose de différent cette fois-ci. En vérité, il y avait plusieurs raisons pour lesquelles Matt n'est pas revenu immédiatement avec son gimmick Broken. Malgré sa popularité parmi les fans de catch, CNA et en tant que tel le gimmick lui-même avait un public très limité.
La plupart des fans de la WWE penseraient à Team Extreme quand ils pensaient aux Hardy Boys, donc voir ce personnage de dessin animé maniaque dès le début aurait pu les embrouiller. On a également rapporté que le boss n'était pas complètement convaincu par la gimmick, peut-être parce que cette gimmick n'avait pas été créée par lui-même. La troisième raison et la plus importante de toutes est que la bataille juridique pour déterminer qui détenait les droits sur la gimmick n'avait pas encore été résolue à l'époque, donc il n'aurait pas pu le faire même s'il l'avait voulu. Comme toujours, l'esprit créatif de Matt a expliqué cette régression de son personnage en kayfabe comme étant due au fait qu'ils avaient terminé leur expédition, la partie broken de lui étant mis de côté dans le processus. Ils ont continué à lutter en équipe pendant un certain temps jusqu'à ce que Jeff soit à nouveau blessé, combiné à la conclusion de la bataille légale des Hardy. Ça a conduit à une storyline où Matt serait assommé à plusieurs reprises au cours des semaines et commencerait à agir de manière très familière, les fans savaient ce qu'il allait suivre. Bien que maintenant, sous la bannière de la WWE, ils ont avancé à la fois excités et prudents tout en étant en conflit avec Bray Wyatt, Matt Hardy a présenté au monde Woken Matt Hardy, essentiellement son gimmick broken avec un vernis de la WWE par-dessus. Il a expliqué que ses blessures avaient conduit à ce que son côté broken soit à nouveau éveillé. Initialement, la réponse des fans semblait positive, bien sûr, ce n'était pas tout à fait la même chose, mais c'était essentiellement broken Matt Hardy à la WWE. Le conflit entre Hardy et Wyatt a culminé dans l'Ultimate Deletion, un autre match cinématique que les fans attendaient avec impatience, espérant quelque chose d'aussi brillant que le Final Deletion original, et c'était bon, on pouvait dire que c'était très bon. Mais il était clair que la WWE n'était pas totalement investie dans le processus. Michael Cole a introduit le match en s'excusant auprès des fans pour ce qu'ils allaient voir. Et clairement, Vince McMahon ne croyait pas en son succès, disant à Matt Hardy en coulisses que si ce match fonctionnait, cela signifiait qu'il avait perdu le contact avec ce que les fans voulaient. Bien sûr, le match a fonctionné, mais il n'a jamais été répété dans la compagnie. Au lieu de ça, Matt Hardy a brièvement fait équipe avec Bray Wyatt, désormais babyface, les deux ayant un succès modéré ensemble. Évidemment, Hardy était mécontent envers la direction, dû aux différentes décisions créatives. Il aurait même proposé plusieurs idées pour la suite de l'histoire, toutes rejetées. C'était ce que les fans craignaient le plus, la créativité de Matt Hardy était une fois de plus étouffée et ignorée. La compagnie ne le voyait plus comme ayant beaucoup plus à offrir à l'écran et voulait le placer en coulisses en tant que producteur. Hardy était évidemment en désaccord, estimant qu'il avait encore beaucoup à donner à l'écran en travaillant avec la prochaine génération de lutteurs. À cause de ça, il a décidé de ne pas renouveler son contrat avec la WWE et a annoncé son départ de la compagnie sur sa chaîne YouTube le 2 mars 2019. Malheureusement pour les deux frères, ils sont revenus dans une période de la fédération où tout allait très mal niveau scénario. Je pense que la plupart des fans qui me suivent seront d'accord avec moi, le produit WWE pendant cette période était vraiment très dur à regarder. Néanmoins, ce n'était pas la fin pour Matt car une nouvelle fédération venait de voir le jour, et vous l'aurez sûrement deviné, j'ai nommé All Elite Wrestling. Cette nouvelle terre promise qui offrait vraiment à ses débuts une liberté créative totale pour chaque catcheur qui cherchait à se distinguer et évoluer au sein de l'industrie. Évidemment, sur les réseaux sociaux, les fans ont une fois de plus commencé à spéculer sur un possible saut de Matt Hardy à la AEW. Ces rumeurs ont été renforcées par la révélation imminente de l'Exalted One, le leader secret du culte du Dark Order à la AEW. Le gimmick connaissait des difficultés et sa nature loufoque semblait en faire un ajustement parfait pour que Hardy puisse le sauver. Dans un rare retournement de situation de la part de l'AEW, Matt Hardy n'a pas été révélé comme l'Exalted One. Cet honneur est allé à Brody Lee, l'ancien Luke Harper, et Matt a plutôt fait ses débuts dans le même épisode de Dynamite, s'alignant avec The Elite dans leur rivalité avec The Inner Circle. Malheureusement, ce début aurait dû recevoir une énorme ovation de la foule, mais il est survenu lors de la première édition en arrêt vite du show, ce qui a quelque peu atténué l'effet. Pendant cette période, Hardy travaillait sur un gimmick où il alternait entre ses différents personnages au fil des années, ramenant même Big Mon et Matt. Il a participé au Stadium Stampede, un match qui pourrait être considéré comme le meilleur de 2020. Il y a eu des rivalités avec Sammy Guevara tout en agissant comme mentor pour Private Party, montrant ainsi sa volonté de transmettre son savoir et de préparer la prochaine génération. Lors du pay-per-view All Out cette année-là, il a subi une chute assez terrifiante, manquant une table et frappant le sol en béton avec l'arrière de sa tête d'une hauteur d'environ 3 mètres. Avec cette frayeur, il a décidé de retrouver sa gimmick de simple Matt Hardy afin d'aider les jeunes catcheurs au sein du roster et semblait plus heureux de servir de doyen durant cette période. Après ça, soyons honnêtes, le parcours de Matt a été catastrophique. Bien que ses poulains apparaissaient régulièrement dans les shows hebdomadaires, ils étaient surtout là pour encaisser des défaites et élever leurs concurrents. Il a finalement retrouvé une place dans les shows hebdomadaires lors de sa rivalité avec Andrade El Idolo, qui comme beaucoup de catcheurs venant de la WWE a subi un booking irrespectueux durant son parcours dans la fédération. Au cours de leur feud, ses poulains le trahissent et Jeff fait ses débuts dans la compagnie pour venir en aide à son frère. La semaine suivante, ils effectuent leur retour en équipe après plus de 3 ans et demi et viennent à bout de Private Party. S'ensuit alors une rivalité contre les Young Bucks, grands rivaux des deux frères qui ont, peut-on le dire, ont construit leur carrière et réputation autour de leur célèbre match contre les Hardys. Ils s'affronteront lors de Double or Nothing dans un match horrible, surtout dû à la condition de Jeff qui a failli être assommé après une série de botches au cours du match. Mais malgré cela, ils en ressortent grands vainqueurs. 15 jours plus tard, Jeff Hardy sera arrêté pour état d'ivresse. Il sera mis de côté par la compagnie, l'envoyant en cure de désintoxication pendant 10 mois. Un problème majeur pour la fédération et les deux frères qui devaient recevoir l'honneur d'être les nouveaux champions par équipe de la compagnie. Mais malheureusement, les problèmes du plus jeune frère ont pris le dessus sur lui et ont coûté à Matt Hardy l'espoir de revenir entre guillemets devant les caméras. Pendant l'absence de son frère, il apparaîtra dans des rivalités inintéressantes avec des histoires de contrats comme contre Andrade qui seront finalement illogiques et inadaptées pour le talent de Matt Hardy. Et j'ose le dire, il aura eu un booking encore pire que son second parcours à la WWE.
Après le retour de Jeff, ils auront un match par équipe dans le pré-show de Double or Nothing et obtiendront la victoire, continuant ensuite dans le show Rampage à avoir des matchs par équipe de plus en plus rares. Les deux frères se plaignant même sur les réseaux sociaux d'être relégués au second plan. Une position peut-être légitime en raison du manque de confiance envers Jeff à cause de ses diverses addictions et de leur style de catch devenu de plus en plus lent au fil des années, ce qui est normal compte tenu de leur âge. Finalement, le gérant de la fédération indépendante a entendu leurs plaintes et les a fait revenir à Dynamite pour quelques matchs par équipe. Mais malgré ça, Matt ne se sentait pas considéré et ne se sentait plus surtout à sa place au sein d'All Elite Wrestling en raison de nombreux changements internes et dû au départ de Cody Rhodes. L'AEW ne partageant plus sa vision des choses et n'utilisant pas correctement son talent, Matt décide de ne pas re-signer de contrat avec la compagnie. Maintenant agent libre, il débarque dans la fédération qu'il a réellement révélée, la TNA, quelques jours plus tard. Hardy fait son retour avec sa gimmick de Broken et continue à se balader dans le roster en étant dans la course pour le titre mondial. Toujours sans contrat, il souhaite naviguer dans différentes fédérations avant de re-signer définitivement à mon avis avec la WWE, spécifiquement avec Triple H qui est maintenant à la tête créative et permet aux talents de se développer comme il le souhaite et sont largement entourés pour les emmener au sommet. Je pense sincèrement qu'il reviendra à la WWE avec son frère qui doit terminer son contrat avec l'AEW qui je pense ne sera jamais réutilisé jusqu'à la fin de son contrat. Sous la direction de Triple H, Matt pourrait pleinement profiter de ses talents et exploiter au maximum sa gimmick de Broken et pourquoi pas, comme il l'a dit dans son récent podcast, intégrer ou avoir une rivalité avec la faction naissante de Uncle Howdy au sein de la WWE. Récemment, on a pu voir des photos de teaser pour Uncle Howdy dans une forêt qui ressemble beaucoup au lac de la réincarnation présenté par Broken Matt Hardy à l'époque. De plus, une silhouette de dos avec des cheveux gris est présente qui correspond à la carrure de Matt. Je pense que le retour de Matt à la WWE est proche au moment où je tourne cette vidéo et j'ai hâte qu'il puisse appliquer au maximum ses talents avec l'aide de Jeff qui est également un acteur majeur dans l'univers de son frère. En définitif, avec le niveau insensé de risque que Matt a pris tôt dans sa carrière, personne n'aurait pu imaginer qu'il continuerait à l'âge de 49 ans. Mais le voilà, toujours présent. Bien sûr, il sera avec son frère reconnu pour l'influence qu'ils ont eue sur toute une génération grâce à leur origine dans leur backyard wrestling, leur innovation en matière de voltige et leur capacité à redonner de l'importance à la lutte par équipe. Par exemple, est-ce que nous aurions eu les Young Bucks sans les Hardy? C'est peu probable. Il sera également inoubliable pour sa capacité à innover, étant l'un des premiers à adopter l'internet d'abord avec sa gimmick de Matt Hardy version 1, puis après avoir reconnu son pouvoir avec son blog et sa chaîne YouTube. Son développement du match cinématographique ne peut pas non plus être mis de côté, surtout avec la montée en puissance qu'ils ont eue en 2020 et depuis la création de Broken Matt Hardy. Il a enfin pu sortir de l'ombre de son frère et être reconnu pour ses propres mérites. La narration a définitivement changé ces dernières années, beaucoup considérant maintenant qu'il est le meilleur des deux. Car il est devenu de plus en plus évident au fil des décennies que bien que Jeff était le plus spectaculaire et commerciable des deux, Matt a toujours été le véritable génie derrière les Hardy Boys. Matt Hardy est un personnage à part entière, un visionnaire qui a toujours cru en ses rêves et ses idées allant à contre-courant, se recréant sa chance et excellent dans le processus. Aujourd'hui, au sommet de son art, on ne peut qu'admirer l'aîné des frères Hardy comme l'un des leaders et plus grosses légendes que l'industrie du catch n'ait jamais connu. Et voilà les gars, la vidéo terminée, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à lâcher un j'aime et à partager la chaîne, c'est très important, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas à me donner des noms de catcheurs ou des rivalités à faire en vidéo, je les traiterai, il n'y a pas de souci. Et on se dit à la prochaine, d'ici là, je vous remercie encore, salut à tous, c'était Vince, salut.